Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Lou Herman. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio Anthropocène dans Sciences dessinées, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production de la connaissance. Aujourd'hui, on émet depuis le cinéma Le Comédia dans le 7e arrondissement de Lyon, que l'on remercie, une émission dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène. Et on va parler d'un autre médium que le cinéma, qui n'est cependant pas sans lien avec lui d'ailleurs. Il s'agit de la bande dessinée avec mon invité Ludivine Stock. Ludivine, bonjour. Bonjour Lou. Ludivine, vous êtes autrice de bande dessinée, scénariste et dessinatrice, mais aussi graphiste. Et vous n'êtes pas là par hasard, parce que vous aimez explorer dans votre travail des sujets qui sont liés aux sciences humaines et sociales. Et vous venez d'ailleurs de publier avec Thomas Porcher et Raphaël Ruffier-Fossoul en 2024 un roman graphique, L'économie pour les 99% chez Stock. Alors, vous teniez à souligner que l'éditeur s'appelle Stock, que vous vous appelez Stock, mais que ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Très bien. Voilà. Maintenant que c'est dit, on peut passer au contenu. Donc, je voulais commencer par une petite blague. J'ai fait des études de sciences sociales et on avait une petite blague sur l'économie. Je vous la livre. Elle commence comme ça. La sociologie est une science humaine mais inexacte. Les mathématiques sont une science exacte mais inhumaine. L'économie est une science inexacte et inhumaine. Quel était votre rapport à l'économie avant l'écriture de ce livre ? Il n'y a pas d'auteur à la blague ou d'autrice, non ? Sans doute, ouais, et je leur remercie. Mon rapport à l'économie, avant de faire la bande dessinée ? Ouais. Oui. Eh bien, en fait, il était assez fragmenté, c'est-à-dire que c'est à travers d'autres disciplines que je découvrais ça, à travers l'histoire que j'ai pu par ailleurs travailler dans d'autres albums, à travers... moi, ma manière de m'informer par la presse, par Internet, sur des sites spécialisés un petit peu, en regardant des débats à la télévision aussi. Et c'est notamment là que j'ai découvert Thomas Porcher, qui me semblait un petit peu sortir du lot quand même. C'est-à-dire que pour moi, il rendait accessible des choses que intuitivement j'arrivais à comprendre, mais sans avoir les arguments derrière, que ce soit en macroéconomie, en vue générale, ou des choses plus détaillées, et lui il amenait cette curiosité-là pour cette discipline. Et donc l'origine de ce projet de publication, il vient de vous, il vient de l'éditeur, il vient de Thomas Porcher qui vous contacte. Comment ça se passe ? C'est Raphaël qui me contacte, Raphaël qui est Ruffier-Fossoul, qui est par ailleurs donc qui est scénariste sur la bande dessinée, mais qui est aussi journaliste à Lyon. Et donc on se connaît depuis un certain temps avec Raphaël, on a déjà travaillé ensemble, et je pense qu'il a bien saisi ma sensibilité en fait sur ces sujets-là quand il m'a appelé et qu'il m'a demandé si ça m'intéresserait de faire une bande dessinée avec Thomas. Et pour ce qui est de Thomas, lui il avait envie aussi d'élargir, je pense, le public, en tout cas l'accessibilité à cette discipline à travers un autre médium plus grand public que peut-être les essais traditionnels. Donc on peut avoir une image un peu fausse du travail d'auteur et d'autrice de bande dessinée, celui d'un travail très solitaire, en atelier, avec plus ou moins de lumière pour réaliser tous ces dessins, toutes ces planches. Bon, on vous écoute, donc on imagine qu'il y a ce travail-là, mais là, il n'y a pas que ça, hein, et puis il suffit de voir la couverture du livre, il y a 3 noms qui sont crédités, et vous venez de les évoquer, donc il y a le vôtre, mais il y a aussi celui de l'économiste Thomas Porcher, et du journaliste, donc Raphaël Ruffier-Fossoul. On est dans une aventure collective. Alors comment ça s'est articulé tout ça ? Quels étaient vos rôles à chacune ? Vous avez commencé à l'évoquer, Raphaël Ruffier-Fossoul au scénario. Peut-être on peut commencer par lui. En fait, c'est lui qui écrit l'histoire et vous après qui écrit le scénario. Et puis vous après vous faites le travail de découpage et puis de dessin. Est-ce qu'il y a des allers-retours ? Comment ça marche entre vous ? Alors, c'est un travail qui aurait pu se passer comme ça, hein, c'est-à-dire qu'à partir des contenus de Thomas, il y a effectivement le scénario qui aurait pu être fait par Raphaël et puis ensuite la mise en dessin par moi. Et en fait, ça a été beaucoup plus organique que ça. Donc c'est là où intervient vraiment le travail collectif et vraiment un enthousiasme aussi pour le travail de chacun. Parce que les premières réunions qu'on a eues, on était tous les 3 pour définir un petit peu comment on voulait parler du travail de Thomas.
Et à partir de ces contenus, ensuite, effectivement, il y a eu une trame scénaristique qui a été faite par Raphaël, qui nous a envoyé très vite, et on a pu rebondir dessus, autant Thomas que moi, proposer de rajouter des choses, donc Raphaël a redéveloppé, et ensuite Thomas aussi a rajouté des choses, moi aussi, et des envies en tout cas en termes de mise en scène. Et puis quand on est arrivé à l'étape du storyboard, donc là c'est vraiment le découpage dessiné du scénario avec vraiment la mise en scène des personnages, du courant de pensée en fait que développe Thomas. Là encore une fois, moi je propose le storyboard et ensuite ça remonte à Thomas et Raphaël qui font des retours, oui, donc qui enrichissent aussi cette étape-là qui est vraiment, le storyboard, c'est vraiment de la pâte à modeler où tout est encore possible sur affiner les dialogues, sur même changer des séquences complètes. Donc c'est un travail très précis mais très récréatif aussi. Donc Thomas Porcher, en fait, il a plusieurs casquettes dans ce projet, dans ce travail. Donc il est non seulement la source scientifique de l'ouvrage, vous le dites, hein, l'idée c'est de donner à voir et à lire sa pensée économique. C'est lui qui donne les données, c'est lui qui donne le contenu scientifique, mais il est aussi le personnage principal du récit et le narrateur de l'histoire. Alors vous avez donné dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène une masterclass où vous avez dit d'habitude je travaille sur des gens qui sont morts depuis plusieurs siècles et là Thomas il était là, donc il s'est vu en dessin. Deux questions. D'abord, c'était important pour vous qu'il soit présent en tant que personnage dans le récit. Et puis après, savoir peut-être comment il a réagi face à son avatar. Il était emballé. C'est-à-dire vraiment, mais comme tous les trois, en fait, le fait de raconter des histoires, je pense qu'on était tous les trois d'accord là-dessus, qu'il fallait vraiment prendre le lecteur et la lectrice par la main pour rendre accessible en fait cette discipline. Et ça va peut-être expliquer le titre aussi. L'économie pour les 99%, en fait, c'est l'économie qui parle des 99%. Donc ça veut dire hors les 1% les plus riches, c'est-à-dire ceux qui détiennent 25% du patrimoine. Mais c'est aussi l'économie au service, accessible, mais au service des 99%. À partir de là, ça n'est pas que des données chiffrées. C'est-à-dire qu'effectivement, Thomas, il arrive depuis cette discipline scientifique en expliquant que ça n'est pas une science exacte. Pour rebondir sur la blague de tout à l'heure, ça n'est pas une science exacte et que le principe pour lui, c'est de remettre l'humain au cœur de l'économie, voilà, et pas la finance. Et donc dans ce cadre-là, il y a il y a plusieurs courants de pensée en fait dans la discipline économique qui sont en général débattus à l'intérieur des sphères scientifiques et beaucoup moins bizarrement dans les médias où on entend souvent qu'un son de cloche. Donc c'était l'occasion aussi avec ce livre de pouvoir offrir des outils un peu critiques et d'autres outils de compréhension au public. Voilà. Donc remettre l'humain au cœur de l'économie, dans cet ouvrage, ça passe par quelque chose de propre au récit, on va dire, pas seulement à la bande dessinée, mais avec une incarnation peut-être supplémentaire dans la bande dessinée, qui est la construction de personnages. Et donc il y a une puissance en fait d'immersion dans ce que vous nous racontez à travers la rencontre que l'on va faire au cours de cette aventure de la pensée avec Thomas Porcher, à travers une galerie de personnages qui sont finement modelés et qui nous permettent donc de saisir des concepts, mais aussi les conséquences humaines et sociales et concrètes de ces phénomènes économiques, théories et autres notions. Marion Montaigne, qui est venue aussi dans Sciences dessinées, a dit, quand elle parlait de ces personnages, moi je ne cherche pas à faire des personnages ressemblants, je cherche à faire des personnages vivants. Et vous attachez aussi, je crois, une grande importance à construire des personnages qui soient crédibles dans leur allure, dans leur histoire. Alors comment est-ce qu'on fait dans un récit pareil pour pas louper ces personnages ? Alors pour finir de répondre à votre deuxième question, parce que je crois que j'ai zappé la fin, sur le personnage de Thomas, et en fait effectivement il intervient à double titre dans la bande dessinée en tant que personnage qui va justement aller à la rencontre d'autres d'échanges en fait autour de l'économie, et puis il intervient en tant que narrateur aussi pour développer sa pensée économique qui vient nourrir de chiffres, évidemment d'arguments chiffrés.
Mais pour dire que la bande dessinée, c'est pas une suite de chiffres commentés. En fait, c'est vraiment le développement de la pensée économique de Thomas. Et puis ensuite, évidemment, il part à la rencontre. Enfin, ça, c'est ce qu'on a voulu très tôt et ce qu'on lui a proposé très tôt. C'est de l'embarquer dans une espèce de balade économique, à la rencontre notamment de salariés d'une raffinerie qui ne comprennent pas pourquoi la raffinerie ferme alors qu'elle fait des bénéfices. De partir à la rencontre de la jeunesse militante contre le réchauffement climatique, de partir à la rencontre d'une agricultrice. Mais on parle aussi on évoque aussi évidemment aussi bien les actifs que les retraités, les jeunes générations que les générations plus anciennes, hommes, femmes. Enfin, voilà, on a voulu que le public puisse s'identifier en fait très facilement aux personnages, ce qui pour le coup était notre cas aussi, puisque Thomas il a pu affiner aussi ses dialogues. Moi, ça me tenait beaucoup à cœur que dans les dialogues on ressente vraiment son phrasé en fait. Qui est très caractéristique, mais pour les personnages de Antoine, à un moment, voilà, il y a deux personnages principaux, deux interlocuteurs qui sont Antoine, qui est un banquier de province, salarié dans une petite agence, et sa fille Zoé, qui a 16-17 ans. Et je sais que Raphaël a beaucoup investi le personnage d'Antoine, le banquier, dans son rapport à la paternité, en fait, je pense. Et moi, j'ai investi beaucoup le personnage de Zoé dans son rapport à la colère, je crois, à la rébellion. Voilà. Donc en fait, vous êtes là tous les trois. Oui, bien sûr, on est tous les trois. Oui, oui, tout à fait. Mais j'espère que ça se sent, parce que c'est vraiment un récit qu'on a voulu vivant. Et pour compléter sur les personnages, oui, vivant, je dirais même vibrant. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de les comprendre pour pouvoir les incarner au mieux, mais un petit peu comme des personnages de théâtre, en fait. Ça veut dire qu'il faut que je sache ce qu'ils mangent, un peu leur rythme, ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils n'aiment pas, leurs doutes, leurs angoisses, qui sont les nôtres en fait, leurs aspirations aussi, évidemment, leurs a priori, leurs certitudes, leurs fausses certitudes, enfin tout ce qui fait qu'on est imparfait, en fait. Voilà. Donc des personnages qui sont des personnes. Qui sont des personnes, voilà, dont on met beaucoup de temps à se détacher après Enfin moi, pour ma part, je leur ai pas encore dit au revoir. Voilà. Alors que ça fait un petit moment que j'ai fini la bande dessinée quand même, et ils sont encore toujours très vivants. Donc cette bande dessinée, c'est une bande dessinée de vulgarisation. Donc vulgarisation, donc c'est ce qui vise à rendre accessible, sans pour autant simplifier cette complexité qu'on cherche à donner à entendre, et une complexité ici qui est celle de la science économique hétérodoxe. La science en général, et l'économie en particulier, elle a l'habitude de s'exprimer par des mots, par le texte, par des chiffres pour l'économie. En face, on a la bande dessinée, qui est aussi une écriture singulière, donc qui est à la fois peut-être plus libre, plus subjective, plus sensible, plus floue, plus créative que l'écriture académique en tout cas. Et en même temps, c'est aussi une écriture qui est très codée. La bande dessinée, c'est l'art de la séquence, la définition de plan. Il y a une mécanique du récit à respecter pour que ça reste lisible. Dans l'enchaînement des cases, il y a un rapport entre temps et espace. L'élaboration d'une planche de BD, ça repose pas uniquement sur une exigence d'authenticité scientifique, même quand on parle de science. Ça engage aussi le respect de règles narratives vraiment singulières et spécifiques à ce médium-là. Alors, est-ce que cette rencontre, en fait, on est même au-delà de la rencontre, on est dans la fusion entre ces deux mondes. Est-ce que c'est une chose facile ? C'est exaltant. Bah oui, parce que c'est du challenge en fait à chaque page, de se dire comment on va réussir à matérialiser des concepts qui peuvent paraître très abstraits. Comment on va les incarner, donc à travers, vous l'avez dit, des personnages, à travers des situations aussi. Et les outils narratifs sont d'une immense richesse en bande dessinée, donc c'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire. Rien n'est interdit en fait. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et pour comment dire, il y a des outils que moi j'ai vraiment découvert, des outils narratifs que j'utilisais pas trop et que j'ai un peu plus découvert pour pouvoir mettre en scène l'économie. Et notamment, j'en donne quelques-uns, mais c'est de la cartographie enrichie ou de la cartographie humanisée. On pourrait dire ça comme ça. Donc, rendre vivante vraiment de la macroéconomie. Utiliser le dessin de presse aussi, des fois, quand on a besoin de synthétiser
une situation, un dessin souvent peut être plus efficace que 2 pages de texte et plus immédiat à la compréhension. Mais on a aussi des flashbacks historiques dans la bande dessinée. Et on a aussi surtout le fait que ce médium, c'est un médium où tout n'est pas offert au regard. C'est-à-dire que, évidemment, c'est dessiné, donc on a l'impression que c'est illustré et que le sens est dans les dessins et dans le texte et que ça s'arrête là. Mais non, en fait, la puissance de la bande dessinée, c'est que c'est un art de l'ellipse et que entre 2 cases, vous avez du blanc. Et le blanc, en fait, c'est ce qui n'est pas montré, mais ce qui est induit par le récit, donc construit par les auteurs et les autrices, et qui guide le lecteur ou la lectrice à reconstituer en fait l'action qui n'est pas montrée. Et donc en ce sens-là, la bande dessinée, c'est vraiment une lecture active. Mais on s'en rend même pas compte quand on lit, en fait. Qu'on ait l'habitude ou pas, d'ailleurs, on rentre très très bien dans ce processus de lecture séquencé, même si on n'a pas l'habitude de lire de la bande dessinée. Enfin, nous, on a fait en sorte qu'il y ait vraiment une fluidité du récit pour pouvoir transporter un lecteur ou une lectrice du problème de la dette française, enfin de la question de la dette française, par exemple, comment on arrive à l'inflation, comment on parle des avantages comparatifs, par exemple, entre le Nord et le Sud. Enfin, on arrive comme ça sur 160 pages, ce qui est quand même assez confortable, à pouvoir développer tous ces thèmes sans redondance et en laissant le temps au personnage de Thomas aussi de prendre le nombre de pages qu'il fallait pour assurer son développement en gardant la complexité justement des concepts. Oui, et vous dites d'ailleurs que, vous faites une distinction entre la bande dessinée et l'illustration. Hein. Il y a une différence entre illustration et narration. Finalement, c'est là que ça se situe. C'est dans l'intention, c'est-à-dire qu'une illustration peut tout à fait être narrative. Je pense que le dessin de presse s'y prête tout à fait. En revanche, la spécificité de la bande dessinée, c'est vraiment d'être dans une séquence, dans des séquences. Et donc c'est là où c'est génial parce qu'on peut vraiment jouer avec le temps comme un accordéon. On peut l'étirer, on peut le compresser et on peut induire un rythme de lecture auprès du lectorat qui n'est pas imposé comme peut l'imposer le cinéma par exemple. Là on a un défilement d'images, on peut pas revenir en arrière. Ici, vous prenez tout le temps que vous voulez. Vous pouvez même feuilleter quelques pages si vous avez envie de spoiler un petit peu, qu'il y a 3-4 pages avant votre lecture pour vous donner envie, ou revenir en arrière, ou papillonner tout au long de cette balade. Il n'y a aucun souci. Enfin, il est assez malléable. Voilà. Oui, parce qu'en fait, oui, vous le dites, hein, donc la bande dessinée, c'est de l'espace. Donc il y a l'espace de la case, il y a l'espace du strip, donc la ligne de case, il y a l'espace de la planche, de la double page aussi. C'est aussi l'espace qui est représenté, mais donc la bande dessinée, c'est aussi du temps, parce qu'au fur et à mesure que la lecture avance, l'histoire avance, et donc on avance dans les cases de gauche à droite, et entre les cases, donc vous en avez parlé, cette fameuse ellipse entre 2 cases, il peut se passer 2 secondes comme 2 ans, bon là, voilà, et donc cette rythmique singulière, vous pouvez vous en servir pour expliciter aussi, pour vulgariser. Bien sûr, bien sûr. On est aux commandes en fait c'est comme un chef d'orchestre. Après, tout est question de dosage et de curseur. Est-ce qu'on a envie que le lectorat passe beaucoup de temps sur 2 ou 3 chiffres? Est-ce qu'on a envie qu'il passe plus de temps sur une démonstration ou en tout cas un argumentaire? Comment l'un peut venir soutenir l'autre? Donc après, c'est des questions de choix et de contenu, donc plutôt éditoriaux de la part des auteurs en fait, soit des choix artistiques pour mettre en valeur ces contenus et les incarner. Il y a vraiment un travail très important de composition, de la case, à toutes ces échelles qu'on vient d'évoquer. Vous avez dit, tout est information, il n'y a rien de gratuit. Non. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décorum, parce que ça viendrait parasiter ce qu'on a besoin de dire. Donc moi le principe c'est que, moi je fonctionne comme ça en tout cas, c'est vraiment d'aller sur les purs. C'est-à-dire souvent mes storyboards, il y a plus de choses que ce dont ils auraient besoin, mais parce que moi j'ai besoin de poser un petit peu un contexte avec un décor et ensuite j'enlève.
j'enlève jusqu'à ce qu'il reste plus que de l'information, alors qu'elle soit textuelle, qu'elle soit dessinée. Et le principe aussi, c'est de, au maximum, faire basculer en dessin tout ce qui peut être épargné en texte. Voilà, pour pas qu'il y ait de redondance, justement. Donc, on comprend que le dessin, et la bande dessinée, cette écriture-là, fonctionne comme une écriture de la transmission, donc transmettre, vulgariser pour le lecteur, la lectrice des concepts qui sont complexes. Et je voulais aussi vous inverser la question et vous demander si le dessin, il fonctionne aussi pour vous comme instrument pour comprendre. Ah oui, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dessins que dont j'ai compris la signification, en tout cas dans ce que Thomas expliquait, en montant le dessin, en testant des petits schémas, notamment sur les subprimes, par exemple, on a une double page sur les subprimes. Pour comprendre toute cette mécanique, avec Raphaël, ça nous a pris un petit temps parce que on avait besoin en même temps de rentrer vraiment dans le détail des intentions des personnages et en même temps d'être dans un zoom arrière pour avoir une vue d'ensemble et voir les causes et les conséquences humaines, évidemment, à l'échelle mondiale. Donc là, on se retrouve on était parti pour faire une page en cases, en fait, découpée en cases, et on se retrouve avec une double page qui est un cheminement assez schématique, mais avec plein de personnages. Sur le petit personnage qui ramène les emprunts toxiques à la banque. Après, derrière, on a le shadow banking, c'est-à-dire que c'est transformé, titrisé. On ajoute des obligations d'État, ça passe par des notations, des agences de notation, sur des petits tapis roulants. Donc moi, j'ai choisi de faire des petits tapis roulants avec des personnes qui emballent les titres et qui ensuite sont revendus sur la devanture de la banque, soit à d'autres banques, soit à des particuliers. Et puis chacun repart avec sa petite boîte. Et puis quand le marché commence à craquer, les banques revendent leurs petites boîtes à plein d'autres boîtes. Donc ça contamine toute l'économie mondiale. Et puis une fois que chacun rentre chez soi, chacun ouvre sa boîte et puis il n'y a rien dedans, quoi. Voilà, c'est pourri. Donc ça, c'était super à mettre en récit parce que du coup, on peut s'amuser vraiment avec les personnages, les rapports, les réactions des personnages. Il y a quelque chose d'un peu cartoonesque aussi. Sans tomber dans la caricature, je me suis aussi permise de sortir un peu du réalisme, même si on a quelques traits de bande dessinée, de reportage aussi, vraiment très documentaire et documenté dans l'ouvrage, mais d'aller aussi vers quelque chose de plus cartoon, un petit peu plus léger quand on a besoin de prendre de la distance sur des événements, bien sûr. Oui, il y a différents registres dessinés. Hein. Ouais. Vous dites, avec des recherches documentaires, vous êtes basé aussi sur des photos de presse pour rendre compte notamment des manifestations. Et puis à côté de ça, on a ces requins libéraux, et c'est super efficace, quoi. C'est ce croisement qui fait la richesse. C'est presque un laboratoire d'une grammaire visuelle en fait pour dire ce qu'on peut penser comme très aride, cette économie et en tout cas à la lecture ça fonctionne très bien. Vous avez dit que cette bande dessinée c'était aussi pour vous l'occasion de faire quelque chose d'utile. Votre travail, vos choix, quand on regarde votre bibliographie, vos choix sont animés par un certain engagement. Je pense notamment à vos travaux qu'on peut qualifier de féministes, autour des figures féminines silenciées ou un peu oubliées de l'histoire lyonnaise. Pour vous, la bande dessinée, est-ce que c'est aussi un moyen politique au sens noble de porter des voix et de défendre des causes justes ? De réparer des injustices, en fait, notamment l'invisibilisation des femmes en histoire, mais pas que. Et effectivement, les deux albums que j'ai dirigés, donc c'était chez Lyon Capital, ça, et donc ce sont des albums collectifs, là aussi, encore un travail collectif. À travers l'histoire, ça permet de pallier à ce manque-là, et surtout de pouvoir proposer, de diversifier les modèles. Autant pour les filles que pour les garçons, en fait, parce que nous, en tant que filles, on a grandi en s'identifiant à des... À Cendrillon. Non, pas forcément. Donc c'est problématique, parce que du coup, on n'avait pas 36 modèles. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Donc il y a une Schtroumpfette pour 100 Schtroumpfs, et donc bien compliqué de s'identifier à une diversité féminine. Donc évidemment, on s'identifiait aux Schtroumpfs masculins, voilà. Mais le principe là, c'était effectivement si on veut pouvoir proposer cette diversité, si on veut pouvoir y accéder, faut-il qu'on puisse nous la proposer. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'ira pas chercher des choses dont on sait qu'elles n'existent pas.
enfin dont on ne sait pas qu'elles existent plutôt. Et donc le principe, c'était aussi dans ces albums collectifs, d'être dans une mixité des auteurs et des autrices. Voilà, de ne pas se retrouver enclavé dans un genre, mais de proposer de partager les regards justement sur ces figures féminines. Voilà. Je reviens sur l'économie pour les 99%. Il y a parfois une méfiance côté académique vis-à-vis de la vulgarisation scientifique, une peur de la métaphore, une peur de l'image aussi. Quel a été l'accueil en fait de cet ouvrage par ce monde universitaire? Alors, je pense que les gens ont de moins en moins peur de cette mise en récit des sciences, de cette vulgarisation. D'abord parce qu'il y a d'autres bandes dessinées qui ont ouvert la voie, notamment Le Monde sans fin. Il y a des ouvrages qui ont été faits aussi de vulgarisation autour du travail de Thomas Piketty. Il y a The Economics aussi, qui est quand même une référence qui existe depuis un moment. Et puis après, sur d'autres sciences exactes ou des sciences humaines et sociales. Donc voilà, on arrive sur un terrain qui est encore à défricher, mais enfin, on a quand même toute liberté là-dessus. Et après, l'accueil du public, il est très divers, il est très enthousiaste. Et on est content parce que la jeunesse vraiment s'intéresse. Je pense à partir de 16-17 ans, c'est tout à fait accessible. D'ailleurs, vous êtes en lice pour un prix des étudiants. Oui. Alors, en lice pour donc il y a le prix du livre, mais de l'essai. D'ailleurs, le prix La Tribune. Et puis on est finaliste du prix étudiant de la bande dessinée politique LCP Assemblée nationale, qui aura lieu samedi. On croise les doigts. On prend. Et effectivement, oui, ce principe de passage de relais, c'est-à-dire que une fois que nous on laisse le bébé dans la nature, après les gens s'en emparent. Les gens se le refilent en famille, vraiment, et c'est transgénérationnel. Donc on est très heureux de voir qu'il y a un vrai écho. Enfin, en tout cas, les gens se sentent vraiment concernés par ce qu'on raconte. Et ça nous permet de nous retrouver aussi, de comprendre qu'on a besoin d'avancer collectivement sur beaucoup de sujets. Et ce livre permet, j'espère, aussi de comprendre un petit peu les causes qui nous ont amenés à ce monde ultralibéral, et une fois qu'on a identifié les causes et qu'on parle des mêmes choses, pouvoir se mettre d'accord déjà sur les causes, c'est déjà un travail qu'on a à faire tous ensemble pour pouvoir ensuite imaginer la suite. Voilà. Tout à fait. On arrive déjà au terme de notre temps, et donc pour clore cet entretien, est-ce que vous auriez une référence artistique ou culturelle à communiquer à nos auditeurs et nos auditrices, qui vous accompagne, que vous avez envie de partager? Alors oui, parce que j'ai entendu, donc c'est un réalisateur qui s'appelle Stéphane Brisé, et je l'ai entendu en interview l'autre jour à propos de sa trilogie, en fait, qui est une trilogie donc il y a 3 films, il y a La Loi du marché, En guerre et Un autre monde, qui parle du monde de l'entreprise, vu du côté salarié, vu du côté du patronat, ou des cadres en tout cas. Et il disait le grotesque, l'indécence du système, montré avec une objectivité des propos, se suffit à lui-même pour se ridiculiser. Et j'ai trouvé ça, donc en parlant de son travail évidemment de mise en scène, et ça m'a fait penser en fait à la démarche qu'on a eue pour cet album aussi, c'est-à-dire ne pas forcer la caricature, il n'y a pas besoin. Notamment, j'ai le souvenir d'avoir été obligée de dessiner Donald Trump, et que je me suis vraiment posé cette question de est-ce qu'il fallait le caricaturer, et en fait il n'y a pas besoin, parce que le grotesque et l'indécence est déjà là. Donc voilà, Stéphane Brisé, oui, ces 3 films m'ont vraiment retourné, profondément ému, et ils permettent de comprendre de manière très très simple aussi, dans une mise en scène qui est très fluide, très directe, où on en est, et comment ça peut, comment ce marché-là peut détruire des vies, et comment on peut aussi se reconstruire.
Merci beaucoup, Ludivine Stock. Merci à vous. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'économie pour les 99%, co-signé avec Thomas Porcher et Raphaël Ruffier-Fossoul, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Et donc, à suivre sur Radio Anthropocène, Point of VEU, le point de vue des étudiants et des étudiantes du Master Ville et Environnement Urbain sur le festival à l'école de l'Anthropocène, suivi d'exercices d'observation dans les pas de Nicolas Nova par Florence Corter-Roller. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.